Paradoxalement, cette gigantesque famine renforce le pouvoir de Kim Jong-il. La terreur est générale parmi la population. Lorsque la Corée du Nord accepte un gigantesque programme d'aide alimentaire sous le contrôle de l'ONU, la propagande en attribue tout le mérite au cheerleader, à qui désormais chacun doit donc la vie. Kim Jong-il renforce sa sécurité et le contrôle sur sa population affamée. Il fait creuser des tunnels sous la capitale pour ses déplacements. Il va à Moscou ou à Pékin, ses anciens alliés, quémander une aide, mais il craint tellement pour sa vie qu'il ne voyage qu'en train blindé. Le train est protégé par des roquettes, des armes lourdes. Le convoi est toujours composé de 3 trains identiques. Et personne ne sait dans quel train se trouve Kim Jong-il. Entre le passage du premier wagon et le dernier, il peut se passer presque 3 heures. L'eau servie dans le train vient d'une source spéciale. Elle arrive sous scellée. La nourriture également doit être contrôlée par un organisme spécial avant d'être chargée à bord. Personne ne peut y toucher. Les rares passagers décrivent des banquets somptueux, des spectacles offerts par la troupe des plaisirs de Kim Jong-il. Mais le dictateur se sent isolé dans un monde qui a changé, un monde pour lui devenu dangereux. On regardait la télévision par satellite. C'était les derniers moments de Ceausescu. Nous étions dans sa résidence sur la côte. Il y avait peut-être 20 ou 25 dirigeants avec lui. En regardant ça, le visage du général est devenu tout pâle. À la fin de l'émission, tous les dirigeants se regardaient. Il se taisait, puis il a dit « Il faut vraiment qu'on réfléchisse à l'avenir de notre pays ». Il était vraiment tout pâle. C'était un régime comparable. Le général devait s'imaginer à la place de Ceausescu. Et puis plus tard, il a vu la statue de Saddam Hussein renversée. J'étais encore avec lui ce jour-là. Et vous savez ce qu'il a dit? Hussein est un imbécile. C'est tout. Pour ne pas subir le même sort, Kim Jong-il va donc chercher à éliminer les menaces. La première d'entre elles, selon lui, c'est Washington. Il fait savoir qu'il est prêt à se rapprocher des États-Unis, à envisager un traité de paix qui solderait enfin la guerre de Corée. Depuis 1953, plus de 30 000 soldats américains stationnent toujours à la frontière de la Corée du Nord. Pour plaire à Bill Clinton, il accepte de rencontrer le président sud-coréen Kim Dae-jung. C'est le sommet historique de juin 2000 entre les deux Corées. On se prend à rêver à une réunification. Tout le monde pense à la comparaison avec l'Allemagne. Mais les enjeux en Corée sont bien plus élevés. La population de l'Allemagne de l'Ouest était 3 fois plus grande que l'Allemagne de l'Est. La Corée du Sud est seulement 2 fois plus peuplée. La différence de revenus entre les deux Allemagnes était probablement de 1 pour 2. Dans le cas des deux Corées, c'est probablement 15 ou 20 fois plus important. Les enjeux sont beaucoup plus élevés que dans le cas de la réunification allemande. Si le monde entier célèbre les retrouvailles entre les deux Corées, Kim Jong-il lui poursuit un autre objectif qu'une hypothétique réunification. Il cherche avant tout à amadouer Clinton. Un jour, il a reçu une lettre de Clinton.
Il avait peur des États-Unis. Alors il était tellement content de cette lettre qu'il a organisé des fêtes pendant 3 jours. C'était Madeleine Albright qui avait amené cette lettre lors de sa venue à Pyongyang. Il était tellement content qu'il répétait tout le temps « J'ai reçu une lettre de Clinton, j'ai reçu une lettre de Clinton ». En fait, il pensait qu'en négociant bien avec les États-Unis, il pourrait maintenir son régime. C'était son seul but. Il ne voulait pas que ça change. Pour fêter ce début de réconciliation, Kim Jong-il entraîne la secrétaire d'État à l'une des premières représentations d'Arirang. Un spectacle sans équivalent dans le monde, dans l'immense stade de Pyongyang. Il a lieu désormais chaque année. 100 000 figurants y célèbrent le régime et la famille régnante. Quelques mois plus tard, George Bush est élu président des États-Unis. Plus question d'aller à Pyongyang. Le nouveau président annonce que l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord forment un axe du mal que son administration doit détruire. George Bush devient la vedette de la propagande nord-coréenne. Lors de ma première visite en 2002, j'ai rencontré le principal négociateur de leur programme nucléaire. Et il m'a posé 3 questions. D'abord, pourquoi George Bush est-il si différent de son père? Comment pouvez-vous fonctionner comme pays quand vous élisez comme président des gens qui n'ont rien en commun avec leurs prédécesseurs? Et puis finalement, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mieux? Que des très bonnes questions. Donc il y a eu des zigzags dans notre politique. Et eux, ils réagissent à ça. Nous ne faisons jamais d'excuses pour nos propres errements et ça a grandement contribué à tout ce processus. Alors que l'Amérique entre en guerre en Irak, Kim Jong-il, lui, se dépêche de renforcer sa puissance militaire. Le service national dure désormais plus de 10 ans pour chaque jeune Coréen. Ils ont une armée d'1 million d'hommes. Ils ont une grande quantité d'armement, mais la qualité n'est pas bonne. Leur état se dégrade de plus en plus. Par exemple, les tanks. Les plus modernes datent des années 50 ou 60. Des T-62 qui ne peuvent pas résister aux blindés sud-coréens ou américains. Même les plus récents, les T-72, ne sont pas un adversaire crédible, comme on l'a vu en Irak, qui en possédait. Maintenant, ils en ont des milliers. Ils ont également 13 000 pièces d'artillerie qui peuvent atteindre Séoul instantanément. Ils ont 100 000 hommes, des forces spéciales, très entraînées. Ils ont des troupes déployées très en avant. 70% de leurs hommes sont à moins de 100 km de la frontière avec le Sud. Donc ils pourraient faire des centaines de milliers de victimes et beaucoup de dégâts en Corée du Sud. Si vous regardez les statistiques nord-coréennes, PIB par habitant, la taille, vous pouvez voir que l'équivalent le plus proche de la Corée du Nord, c'est le Mozambique. Et qui se préoccupe du Mozambique? Seriez-vous dans mon bureau si j'étais un expert du Mozambique? Certainement pas. La Corée du Nord comprend que pour être capable d'avoir une influence, pour pouvoir soustraire de l'aide à l'étranger, ils doivent avoir l'air dangereux. Et que pour avoir l'air dangereux, pour être pris au sérieux,
Il n'y a rien de mieux que développer l'arme nucléaire. Dans les années 50, la Corée du Nord pensait déjà à l'arme nucléaire, mais désormais, c'est une priorité absolue. Et le 9 octobre 2006, la présentatrice de la télévision d'État a bien du mal à contenir son émotion. Tous les citoyens de la Corée du Nord ont réussi un grand développement scientifique grâce au communisme. Nos scientifiques ont parfaitement réussi à faire exploser une arme nucléaire le 9 octobre. Grâce à la qualité de nos connaissances, cette expérience scientifique amène une technologie nouvelle à notre pays et il n'y a eu aucune contamination par les radiations. On sait qu'ils ont construit un complexe nucléaire et que de hauts officiels y travaillent. Mais on est certain que c'est Kim Jong-il qui dirige lui-même le programme nucléaire. Un bon indice, par exemple, c'est la visite de Bill Clinton en 2009. La délégation avait quelques questions à lui poser sur le programme nucléaire. Ils avaient préparé une liste. Il a pris la liste et il a commencé à répondre lui-même, en donnant d'ailleurs beaucoup de détails. Il n'y a pas de doute qu'il est impliqué lui-même dans le programme nucléaire. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est une réconciliation totale avec nous. Ils veulent être certains qu'on ne va pas les exterminer comme pendant la guerre de Corée. Se souviennent que Douglas MacArthur voulait faire exploser un collier d'armes nucléaires au nord de la Corée. Et ils m'ont dit un jour, on a remarqué que vous n'avez jamais attaqué un pays qui possède l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'on les développe.